Pendant 30 ans, quand on parlait de l'Afrique en France, ce n'est pas les Africains qui parlaient de l'Afrique. Même comme les Africains n'ont pas le monopole de la connaissance et de la science sur l'Afrique. Mais le discours sur l'Afrique était un discours tenu par certains ambassadeurs de l'ethnologie, de la pensée, de l'anthropologie et de l'histoire, qui, dans les institutions financées par des fonds publics en France, étaient censés dire « voici ce que c'est que l'Afrique ». Le grand tournant, c'est la guerre du Rwanda. Il faut comprendre ce qui s'est passé au Rwanda. Bon, il y a eu un conflit, il y a eu des massacres entre les Hutus et les Tutsis. Mais de plus en plus, il y a des Tutsis qui écrivent, il y a des Hutus qui écrivent, il y a des non-Hutus ou Tutsis qui écrivent, il y a même des Camerounais qui écrivent sur le Rwanda, et on découvre d'autres choses, effectivement. Alors, moi j'ai pensé que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire était un événement très grave, parce que en 2002, quand ce conflit a éclaté, si on avait tenu à faire prévaloir, d'une part, la légalité républicaine, à ne pas adouber les rebelles comme des libérateurs ou comme des forces soi-disant nouvelles, je pense qu'il y a certaines choses qui ne se seraient pas passées dans d'autres pays. On aurait même eu une expansion du mouvement démocratique qui était tout à fait sur la bonne voie. Mais on s'est retrouvé dans une situation où certains, d'une part, ont pensé que pour légitimer l'officialisation du mouvement rebelle, il fallait décrédibiliser Laurent Gbagbo et tout ce qui était autour de lui. Même comme il y a des choses qu'on peut reprocher à Laurent Gbagbo, ça il faut le dire, mais qu'il fallait le décrédibiliser. Or, ce qu'il faut comprendre dans cette affaire, c'est que, en réalité, Gbagbo ne représente pas simplement une force politique en Côte d'Ivoire. Il représente une force sociologique. Et quand vous voulez casser le thermomètre pour nier la température, écoutez, votre corps s'occupe de vous. Et finalement, on s'est rendu compte que, mais cet homme, on ne peut pas faire la paix en Côte d'Ivoire sans lui. Parce qu'au-delà du Front populaire ivoirien qu'il a créé, il représente bien autre chose que cela. Et maintenant, il a fallu faire un rétropédalage. Et au niveau de l'opinion publique française, elle a été abreuvée de fausses informations sur le personnage, sur certaines personnes de son entourage. Alors, je me suis dit, alors là, il y a un tournant. Il y a un tournant, il faut faire un effort pour faire comprendre que ce monsieur qui n'est pas blanc comme neige, il n'est même pas en grande partie celui que vous dites. Il n'est pas cet aventurier qui arrive un matin au pouvoir. Il n'est pas cet aventurier qui a passé son temps à se balader à Paris. Je pense qu'il a même lu plus que beaucoup d'autres de ces journalistes qui écrivent sur son compte. Il a lu des textes qui ne liront même peut-être jamais. Donc, il fallait rétablir cette vérité. Donc, il faut le combattre sur le terrain des faits avérés. Et c'est ça le journalisme. Qu'est-ce qu'il a fait? Prouvez-le. Mais pas sur des dépêches de presse qui elles-mêmes sont souvent écrites dans des officines privées à la solde de certains adversaires politiques de Laurent Gbagbo. Il fallait mettre fin à ça. Et voilà un peu dans quel sens je me suis dit, c'est un devoir de le faire parce que la Côte d'Ivoire est le microcosme en réalité de tragédies à venir sur le continent africain si on continue à se comporter ainsi. Et un dernier point, le grand problème aujourd'hui, c'est que avec l'explosion des technologies de communication et d'information, il y a une grande bataille de communication parce qu'il fallait convaincre l'opinion française aussi de l'envoi de troupes en Côte d'Ivoire. Pourquoi envoyer des troupes en Côte d'Ivoire? Souvenez-vous, dans les années 70, ça se serait passé dans le silence absolu. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les CNN, grandes chaînes internationales. Mais aujourd'hui, la politique est un spectacle à ciel ouvert. Un peu comme des gladiateurs sur une scène, et il faut nous convaincre que c'est l'autre qui a gagné. Et il y a qui? Il y a le peuple, il y a les peuples qui arbitrent d'une certaine façon, les opinions publiques qui pèsent. D'où cette bataille de dénigrement et de communication qui a été menée. Il y a eu deux guerres en Côte d'Ivoire. Il y a une guerre de la communication, il y a une guerre militaire au sens classique. Quand Gbagbo rentre dans le monde de l'écriture, l'un des ouvrages qu'il publie en tant qu'historien, le tout premier, c'est Réflexions sur la conférence de Brazzaville. Pour ceux qui nous regardent, la conférence de Brazzaville a été la grande réunion
que le général de Gaulle a convoqué juste au sortir de la Seconde Guerre mondiale, qui devait poser le problème de l'avenir des colonies françaises d'Afrique équatoriale et d'Afrique occidentale. Et cette conférence, à plusieurs égards, a été présentée non seulement comme une initiative du général de Gaulle, mais aussi comme un moment fondateur pour les indépendances africaines. Pourtant, en réalité, il ne s'agissait pas vraiment de créer les conditions d'une indépendance de ces pays. Il s'agissait de voir comment les intégrer au sein de l'Union française, une espèce de départementalisation, comme on l'a connu avec les territoires d'outre-mer des Caraïbes. Eh bien, Laurent Gbagbo, tout jeune professeur d'histoire, se met en devoir de démystifier les idées répandues sur, d'une part, l'initiative libératrice du général de Gaulle et d'autre part, des actes d'indépendance posés par la conférence en question. Alors, il passe au crible les participants à cette conférence. Il démontre que pour la plupart, c'était des administrateurs des colonies, donc qui en réalité n'avaient pas intérêt à la libération et à l'indépendance de ces pays. Et d'autre part, il étudie les articles, les résolutions de cette conférence. Et il démontre très aisément qu'en réalité, s'il faut s'en tenir à ces résolutions, on ne s'achemine pas vers l'indépendance. D'où d'ailleurs la rupture de Ahmed Sékou Touré, qui avait pensé que le cadre dans lequel les indépendances se dessinaient n'était pas celui qui pouvait conduire à de réelles indépendances pour les États africains concernés. Donc voilà un peu l'acte fondateur de Gbagbo, qui est en quelque sorte un acte, je dirais, de rupture. Un peu comme dit Jean-Paul Sartre, il s'oppose en s'opposant dès le départ. Et il pose un peu les couleurs de ce qu'on connaîtra de lui plus tard. Un autre grand ouvrage, c'est sa thèse de doctorat. Économie et société à la veille des indépendances en Côte d'Ivoire. Il passe au crible l'économie ivoirienne à la veille des indépendances. Il passe au crible les services administratifs, le personnel administratif. Il passe au crible les lois qui sont votées en Côte d'Ivoire à la veille des indépendances. Et d'une part, il montre comment la Seconde Guerre mondiale a des répercussions au sein même du personnel administratif français présent en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a une bonne partie du personnel qui est pour Vichy, pour le régime du maréchal Pétain, et qui a une idée très condescendante des populations africaines et de l'Afrique. Et il y a une minorité qui pense que le moment de l'autonomie ou de l'indépendance est inéluctable. Et il montre également comment cette élite française coloniale sur place crée une élite africaine aux ordres. Et là, il utilise les catégories marxistes. Quand il désigne, il parle de bourgeoisie, il parle de prolétariat. Bon, on sait que c'est pas la même chose quand on lit le Capital. Mais en réalité, on est dans cette mouvance-là où le marxisme, notamment les idées de gauche, ont une grande influence sur la jeune intelligentsia du continent africain. Et donc, du coup, il dit l'indépendance que la Côte d'Ivoire obtient en 1960 est une indépendance factice. Parce qu'en réalité, il s'est agi, pour la France notamment, de créer une élite aux ordres pour perpétuer le système de domination économique et politique qui a régné jusqu'en 1960. Et par ce fait même, il devient un adversaire politique naturel de Félix Houphouët-Boigny, qui est le grand-père de cette indépendance. Et il pose déjà les jalons du combat politique qui va mener dans les prochaines années. Et effectivement, il a toujours pensé que, parce qu'il faut dire qu'à l'accession à l'indépendance, le camp du président Félix Houphouët-Boigny, ce n'est pas un camp homogène. Hein. Il y a des ambitions de pouvoir, comme dans tout parti politique. Et effectivement, le fameux complot du chat noir, qui mettait au banc des accusés un certain nombre de personnes qui étaient pourtant des camarades politiques de Félix Houphouët-Boigny, visait en réalité à éliminer de la scène un certain nombre de personnes qui pouvaient faire ombrage à la figure de Houphouët-Boigny, qui se voulait omniprésente et omnipotente au sein du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Et si d'ailleurs vous regardez la suite des événements 20 à 30 ans plus tard, vous remarquerez qu'au sein du même PDCI, il y a eu une bataille fratricide
entre Alassane Dramane Ouattara, l'actuel chef de l'État, et Henri Konan Bédié, qui se sont retrouvés après dans le rassemblement des oufoutistes. Bon, peut-être ce n'était pas un chat noir, mais cette fois-là, c'était l'ivoirité. Alors, et du coup, ayant fait l'analyse que ce mouvement politique finira par imploser avec la disparition de Félix Houphouët-Boigny, ce qui fut d'ailleurs le cas, il s'est donc mis à préparer l'avenir, parce qu'il a pensé que ce qui rassemblait toutes ces personnes-là, qui les amenait à présenter le sentiment d'une relation homogène et je dirais harmonieuse, c'est la figure d'Houphouët-Boigny. Et comme dans tout régime politique où il y a une forte personnalisation du pouvoir, la disparition du chef, c'est souvent la disparition de la maison. Et voilà comment Gbagbo se positionne pour l'avenir. Et si vous voulez, il tire des leçons de l'histoire et commence donc à construire ce parcours. Effectivement, bon, quand on parle de miracle économique, je pense qu'il faut souvent faire la genèse de certaines expressions. Bon, ça vient souvent d'amis d'Houphouët-Boigny, une partie de la presse française, parfois aux ordres, ses amis politiques sur la scène politique française de tous bords d'ailleurs, qui parlent de miracle économique. Mais s'il fallait parler, il n'y a pas qu'un miracle ivoirien, il y a un miracle camerounais. Partout, vous avez l'argent qui coule à flot. C'est le moment des éléphants blancs dans la plupart des économies d'Afrique francophone. Il y a beaucoup d'argent pour des investissements massifs, avec la flambée des prix des matières premières, bien évidemment. Et cela dit, ce n'est pas une économie autocentrée. Ce n'est pas une économie qui génère de la croissance à partir d'autres éléments que la vente des matières premières, à partir des produits à haute valeur ajoutée. Gbagbo a fait la prison plusieurs fois. Son épouse Simone a fait la prison. Même son fils, tout petit, a été en prison avec son père. Et il ne découvre pas la prison. Ça, c'est un fait. On sait la répression qui s'est abattue sur l'université d'Abidjan, notamment la fameuse FESI, la Fédération des étudiants et scolaires de Côte d'Ivoire. Et d'autre part également, la lecture des contradictions de la société ivoirienne, comme d'autres pays africains, à travers le prisme ethnique, c'est une lecture qui est souvent grandement exagérée. En réalité, il s'agit de catégories d'analyse qui utilisent, d'une part, parfois certains politiques, et d'autre part, certains observateurs qui ne veulent pas voir qu'en réalité, les contradictions sont plutôt d'ordre socio-économique. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, quand vous prenez par exemple Gbagbo, quand il rentre en politique, vous prenez tous ses ouvrages, le fait ethnique ne fait pas partie de ses critères d'analyse. Il mène une analyse à partir d'un certain nombre d'indicateurs socio-économiques. Bon, du côté d'Houphouët-Boigny, il appartient à cette école, qui d'ailleurs a encore pignon sur rue en Afrique, qui pense qu'il suffit de nommer un membre d'une tribu ou d'une ethnie à un poste de responsabilité pour avoir la paix, acheter la paix sociale. Aujourd'hui, ces catégories sont en train d'être atomisées. D'une part, par la mondialisation des élites africaines qui ne sont plus obligées de rentrer dans un parti politique pour avoir de l'argent, pour faire une fortune, pour se faire un nom dans le monde. Et le deuxième fait, c'est quoi? C'est que ça permet également de discréditer. Et c'est le cas, par exemple, de ce qui arrive en grande partie à Gbagbo. Ça permet de discréditer ceux qui se positionnent sur le champ politique avec des outils purement idéologiques. Dès cet instant-là, on commence à se poser la question de savoir de quelle ethnie vient-il. Mais les Bété sont minoritaires en Côte d'Ivoire. C'est une ethnie minoritaire. Alors, il a pu accéder au pouvoir venant d'une ethnie minoritaire. Donc, en réalité, si on se fie à ce critère d'analyse, il n'aurait pas été prédestiné à occuper la tête de l'État ivoirien. Il a eu comme président de l'Assemblée nationale Mamadou Coulibaly, qui est du Nord, qui est musulman du Nord. On a eu des gens autour de lui comme Mohamedou Ben Soumaoro qui ne sont pas de l'Ouest ou du Sud. Donc, moi, je pense que tant qu'on maintient ce critère d'analyse, en réalité, on perd de vue certains faits réels qui sont à l'origine de certains problèmes que l'on connaît aujourd'hui. Quand vous dites on l'accuse, justement, il est intéressant de savoir qui accuse. Qui accuse. Et ils sont identifiables. J'ai dit, il y a une certaine presse française, ça il faut le dire, ça c'est vrai, il y a une certaine presse française qui fait de l'ethnologie du début du 19e siècle sur l'Afrique encore. Quand il y a un problème au Mali, la première chose qu'on cherche à voir, d'où est originaire le chef de la junte. Bon, au Sénégal, ça s'est bien passé.
On ira savoir d'où est originaire Macky Sall? Non. C'est un proche de Wade. Il sort même derrière de son parti politique. Mais il a conçu une majorité d'idées avec des socialistes. Et en plus, quand vous prenez ces pauvres gens que l'on considère comme représentés par des individus au sein du gouvernement, c'est totalement factice. Que vous allez même dans la province d'origine de Gbagbo, que vous alliez au nord, bon, jusqu'à présent quand même, une majorité vit dans la misère. Il y a des individus qui, comme ça, utilisent des masques en réalité, ces gens qui avancent masqués pour des intérêts qui sont des intérêts totalement personnels. Et d'autre part aussi, je le pense, il faudrait que les diplomates qui s'occupent de ces questions-là, et notamment en Occident, essayent d'élargir leur champ d'horizon aujourd'hui. Ce qui vient de se passer en Côte d'Ivoire révèle également qu'il y en a qui ne veulent pas parfois voir qu'aujourd'hui, il y a une Afrique dont l'immense majorité de la population a moins de 20 ans et qui vibre au rythme, aux pulsations du monde entier. Alors, vous venez leur demander, vous êtes de quelle origine? Parfois, ils ne savent même pas parler leur langue d'origine aujourd'hui. Ils sont quasiment tous urbanisés ou ils sont sur les routes du monde, bien évidemment. Et donc, ce procès que l'on a fait lors de la crise ivoirienne, où on a voulu tout lire sur le prisme de l'appartenance ethnique, je pense qu'il faut le dépasser. Sinon, quelle que soit la personne qui viendra au pouvoir, elle en subira les conséquences. Et même en plus, quand on dit les musulmans du Nord, mais ceux qui le disent, ils n'ont même pas la petite clairvoyance d'esprit de comprendre que Guillaume Soro, qui est actuellement président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, c'est un chrétien du Nord. Eux, quand ils parlent du Nord, ils pensent aux musulmans. Ils pensent qu'au nord de la Côte d'Ivoire, il n'y a que des musulmans. Mais il y a des chrétiens au nord, il y a des églises évangéliques au nord, il y a une église catholique implantée au nord, il y a un évêque à Bouaké, bien évidemment. Donc, ils disent le nord musulman et le sud chrétien. Et ça, c'est des choses que vous entendez tout le temps dans des médias qui passent pour bien informer. Et ça, c'est vraiment désolant. C'est vraiment difficile à dire. Je sais quand même qu'il y a un effort de certains journalistes pour mieux décrypter ce qui se passe dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Mais vous savez, les journaux sont parfois aux ordres, aussi comme les hommes politiques, hein, bien évidemment. Les journaux se trouvent parfois au carrefour d'intérêts divers et inavoués et inavouables qui orientent l'information dans un certain sens. Il est très facile aujourd'hui d'aller recueillir une bibliographie sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais vous avez reçu pour instruction de présenter les événements d'une certaine manière. Et là-dessus, je pense que le problème dépasse celui de la bonne volonté. C'est davantage la question de la puissance de certains lobbies et forces d'intérêt. Mais ce qui est certain, c'est que dans le feu de l'action, ça c'est le propre de toute guerre, de tout conflit armé, il y a des dégâts collatéraux. Alors, mais il faut toujours savoir prudence garder parce qu'il faut dire qui a fait quoi. Et ce n'est pas les vainqueurs ou les vaincus qui peuvent faire la lumière sur ce genre de choses. Pour que la Côte d'Ivoire se réconcilie avec elle-même, il faut d'abord qu'elle se réconcilie avec son histoire, avec ses zones d'ombre et ses zones de lumière de cette histoire-là. On a créé une commission vérité et réconciliation en Côte d'Ivoire. J'ai souvent posé la question, quelle vérité pour quelle réconciliation? Montrez-moi la vérité et je vous demanderai après de me montrer le chemin de la réconciliation. On en est au point mort. Et ça, c'est des choses qui ne serviront à rien. Moi, je pense que si j'avais une idée à porter, l'Union africaine mettrait sur pied une commission indépendante. Et d'ailleurs, cela ferait jurisprudence dans tous les autres pays qui iraient en Côte d'Ivoire, voir ce qui s'est réellement passé depuis 2002. Et c'est comme ça que l'Afrique peut se réapproprier son histoire. Sinon, ils iront toujours s'affronter à la Cour internationale de la Haye, qui est une espèce de no man's land de la justice internationale, qui dit un droit qui existe à peine et dont il a à peine les moyens de coercition. Donc, l'Union africaine créerait une commission qui irait en Côte d'Ivoire voir ce qui s'est passé. Un journaliste peut alimenter la justice d'information. Dans le cas que vous citez, celui de Stephen Smith,
On ne peut pas tenir pour argent comptant ce qu'il dit s'il n'y a pas une enquête contradictoire. Le principe même de la justice et d'une enquête, c'est l'exploration contradictoire des faits. Et là-dessus, on n'est pas encore, on est très, très loin du compte. Et moi donc, les escadrons de la mort, tout ce qui s'est passé, pour l'instant, je me dis, je suspends mon jugement tant qu'il n'y a pas eu une véritable enquête indépendante sur ces faits. Le Mali a été célébré dans de nombreux journaux un peu partout pour une démocratie exemplaire. Mais en réalité, voilà un pays qui, depuis longtemps, était gangréné par une corruption qui atteignait même certains hauts gradés de l'armée et qui, du coup, affaiblissait l'État. Donc, organiser des élections, faire voter des gens, alors qu'on n'a pas posé sur la table les vrais problèmes qui déséquilibrent la société, c'est une fuite en avant qui finit toujours par se traduire par un retour du refoulé, comme on dit en psychanalyse. Et je crois que dans le cas de la Côte d'Ivoire, elle est dans la même situation aujourd'hui. Elle est dans la même situation. Ce qui est certain, les grandes puissances ne viendront pas ad vitam aeternam installer des chefs d'État en Côte d'Ivoire. Il faudrait bien qu'on arrive à un jour où les Ivoiriens disent « voici notre chef d'État » et prennent acte de cela. Et c'est eux seuls qui peuvent le faire. Et comme on dit, on ne fait pas la paix avec des pierres, on fait la paix avec les ennemis d'hier. Et d'une manière ou d'une autre, il faudra retrouver autour d'une table ceux qui s'affrontent depuis 2000. Ce n'est ni l'ONU, ni l'Union africaine, ni la France, ni les États-Unis. Ça, qu'ils le sachent, c'est très clair. C'est les Ivoiriens et eux seuls. Alassane Ouattara a peut-être la chance historique de tendre cette main-là. Et je crois que c'est ainsi qu'il pourrait sortir grandi. Pour la Côte d'Ivoire dans son état actuel, après la chute de Gbagbo, ce n'est pas forcément la reconstruction économique. Il est vrai que l'économie pourrait conduire à des conditions de vie meilleures, bien évidemment. C'est la reconstruction humaine. Donc, c'est le tissu social, le tissu éthique qu'il faut refaire dans ce pays aujourd'hui. Un pays qui n'a plus d'armée, qui n'a presque plus de police. La Côte d'Ivoire est revenue près de 50 ans en arrière et même pire. Parce qu'à la veille des indépendances, au moins, vous aviez une majorité d'Ivoiriens qui étaient d'accord sur le fait qu'il faut accéder à l'indépendance. Donc, ils étaient au moins rassemblés autour d'une vision de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, non seulement vous avez une destruction des biens qui nous ramène des décennies en arrière, vous avez une destruction des hommes qui fait qu'il n'y a plus de vision commune d'Ivoiriens vers l'avenir. Et ça, c'est un chantier gigantesque. Et pour y parvenir, il faut qu'au sein de cette société, quelques personnalités fortes fassent don de leur personne, comme disait quelqu'un dans ce pays il y a 50 ans, fassent don de leur personne à la Côte d'Ivoire, disant « je fais abstraction peut-être de mon avenir politique et autres, mais je me bats pour rassembler les Ivoiriens. » Regardez la France après la guerre. La France a connu l'épuration. Elle a connu une épuration générale à la libération. La France était détruite. Regardez les bombardements à Caen. Mais au sein du gouvernement que forme De Gaulle, vous retrouvez qui? Des communistes, des gaullistes sociaux et d'autres mouvements divers pour reconstruire le pays. Même Mitterrand qui affronte De Gaulle en 1965 se retrouve avec De Gaulle pour reconstruire la France. Et après, on a assisté aux 30 Glorieuses. La Côte d'Ivoire, elle a le capital humain pour le faire. Mais y parviendra-t-on? C'est la grande question qu'on se pose. Parce que le jour où on écrira l'histoire également du passage de Gbagbo au pouvoir, je le dis ici, il a été trahi par certains de ses proches qui ont très mal géré l'économie à certains postes de responsabilité. Au sortir de la guerre, il y en a qui se sont enrichis de façon outrancière, alors que c'est cette pauvre population qui s'était mobilisée pour que le pays ne tombe pas totalement sous la coupe des mouvements rebelles et que la Côte d'Ivoire ne disparaisse pas. Donc, on a assisté au sein du Front populaire ivoirien, le parti créé par Laurent Gbagbo,
l'émergence de ce qu'on appelle dans les pays, on appelait dans les pays d'Amérique latine une bourgeoisie comprador. Des gens qui, du jour au lendemain, deviennent milliardaires, en étalent plein la vue aux populations. Alors, si vous avez une monnaie, et que vous avez des gens qui saignent l'État à blanc, la monnaie ne sert à rien. Donc, la monnaie doit faire partie d'un continuum, d'un ensemble et d'une vision. Sinon, la monnaie ne sert à rien. Et je crois que là-dessus, s'il lui arrivait de revenir au pouvoir, ce sur quoi il devait mettre l'accent, c'est que ce qui a été le Front populaire ivoirien a en bonne partie trahi Laurent Gbagbo. Je crois que là-dessus, il n'a pas eu la main très ferme. Ceux qui nous regardent se reconnaîtraient. Et demandez aux Ivoiriens, ils se reconnaîtraient. Moi, il faut bien que je puisse mettre sur la table un certain nombre de preuves comptables. Mais ils se reconnaissent, les Ivoiriens les connaissent d'ailleurs. Les Ivoiriens les connaissent. Parce que, non, mais d'abord, il arrive quand même en tête au premier tour. Ça, c'est un fait. C'est un fait. Mais aller en Côte d'Ivoire, c'est pas des choses que l'on discute. Le peuple ivoirien lui est reconnaissant de beaucoup de choses. Mais je dis, une partie de l'appareil du parti a dévoyé un certain nombre d'idéaux pour lesquels les Ivoiriens sont même sortis dans la rue en 2002. Voilà. Ça, ces idéaux ont été dévoyés. Ils ont été dévoyés. Il y a cette richesse ostentatoire après justement ces soulèvements qui s'affichent dans les rues. Comme dans tout mouvement, même dans tout mouvement révolutionnaire, vous avez toujours comme ça des petits kystes qui émergent et qui font une espèce de contre-révolution larvée. Et dans ce mouvement-là, on ne reconnaissait plus ceux qui se battaient au nom du peuple. Certains gens avaient le sentiment de devenir une espèce de pâture dont on avait besoin pour des ambitions électorales personnelles. Donc, là, quand même, et je pense d'ailleurs que la reconstruction de la Côte d'Ivoire passe aussi par là. Pour se le dire en toute honnêteté, ça passe par une reconstruction du Front populaire ivoirien, qui doit redevenir un front et populaire. Pour moi, en Côte d'Ivoire, actuellement, il n'y a pas de parti politique. Il n'y a que des hommes forts. Quand Barack Obama est arrivé au Ghana, il a dit l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. La Côte d'Ivoire actuelle a besoin d'institutions fortes, pas d'hommes forts. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est tenue par des hommes forts. Le premier, chef de l'État, à l'Assemblée nationale, il y a des comzones, ainsi de suite. C'est des hommes forts. L'armée même est faible. La police est faible. Les renseignements sont faibles. Ou ils sont affaiblis. Je dirais même en déliquescence. Donc, et les partis politiques qui existent actuellement, vraiment, est-ce qu'il y a un travail idéologique qui est fait sur le terrain? Un travail de sensibilisation à la paix? Un travail de sensibilisation à la réconciliation? Ça, c'est le rôle des partis politiques en réalité, aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Dans ce qu'ils ont comme comités locaux de réflexion, est-ce qu'ils ont des réunions régulières pour rassembler dans des quartiers comme Yopougon des habitants et les sensibiliser à la paix et leur dire, écoutez, il faut regarder vers l'avenir ensemble. Comme dans d'autres pays, c'est à l'approche des élections que l'on voit tout un déploiement de femmes et d'hommes et de grosses cylindrées. Mais si il faut que la Côte d'Ivoire aujourd'hui puisse se prévaloir d'un bilan social, on doit forcément s'appuyer sur les forces politiques. Donc, on a davantage de gens qui font allégeance aujourd'hui à Ouattara, à Soro, à certains militaires qui tiennent certains points stratégiques du pays, mais on n'a pas comme ça une cristallisation des esprits vers ce que j'appelais une vision de la nouvelle Côte d'Ivoire. Et je pense que tant qu'on n'a pas déplacé la force et le pouvoir des hommes vers les institutions, on ne peut pas encore dire que la Côte d'Ivoire est sortie du tunnel.
Alors, de mon point de vue, la vision que Gbagbo avait, je dirais, de l'économie ivoirienne, je dirais de la sous-région et du continent tout entier, euh, c'est une vision qui a été portée depuis l'indépendance par les pères de l'indépendance en Afrique comme Kwame Nkrumah au début ou Ahmed Sékou Touré au tout début. Et également dans les différents plans d'action africains, le plan d'action de Lagos, le plan d'action d'Abuja qui pose les cadres majeurs du développement du continent, cette vision, elle est bel et bien posée. Ce qu'il faut dire, il a tout à fait raison dans son analyse quand il pose cela. Quand il arrive au pouvoir en 2000, on sent quand même chez lui la volonté de gouverner autrement la Côte d'Ivoire et d'instaurer en Afrique un autre style de gouvernance, un autre rapport à la métropole. Mais la tentative de coup d'État de 2002 a, me semble-t-il, étranglé cette dynamique-là. Et on ne saura jamais ce que cet homme aurait pu faire au pouvoir. Mais ce qui est certain, ce coup d'État a porté un coup cruel à la Côte d'Ivoire. Moi, je l'ai toujours fermement condamné. Fermement condamné. Parce que rien ne peut justifier qu'on en arrive à créer autant de désastres que ce pays a connu du fait de cela. On peut reprocher à Gbagbo des erreurs de gestion dès les premières années de son arrivée au pouvoir. Mais c'est pour cela que les élections existent dans une démocratie. Si on n'est pas d'accord avec un chef d'État, on attend les élections. On n'est pas d'accord avec Sarkozy, il y a le 22 avril, il y a le 6 mai. On va gérer son compte si on le veut, comme on dit. Donc, ils auraient dû dire, écoutez, voici la première fois qu'on a quand même une alternance démocratique au pouvoir. Faisons plutôt tout pour amener Gbagbo afin que les prochaines élections soient vraiment plus démocratiques encore. Parce que la démocratie ne s'achète pas dans un supermarché. Ça se construit sur la durée. Prendre des armes parce qu'on dit on en avait marre, mais on sait à quoi ça aboutit généralement. Et moi, je me dis, on aurait dû le laisser et je pense qu'il aurait quand même dû mettre sur pied un certain nombre d'institutions qui, en Afrique francophone en général, n'avaient jamais vu le jour. Ça, c'est certain. Et l'histoire nous dirait un jour pourquoi on ne l'a pas laissé travailler. C'est quelqu'un qui a un rapport décomplexé par rapport à la métropole. Et je dis souvent qu'il n'est même plus de l'intérêt des pays comme la France d'avoir des élites africaines complexées, qui ne savent pas dire non, qui disent toujours oui. Parce que de toute façon, quand vous dites toujours oui, vous direz oui à tout le monde. Vous direz oui aux Chinois. Ça commence d'ailleurs à se produire. Oui aux Indiens. On va commencer à se plaindre. Ah, mais tiens, ils sont maintenant avec les Indiens, ils sont avec les Chinois, mais ils disent oui à tout le monde. Et Gbagbo a dit non, il y a des points sur lesquels on doit renégocier certains contrats. Et là-dessus, je me dis, il a eu quand même beaucoup de courage. Et si jamais l'Europe même veut avoir des rapports sains à l'avenir avec les jeunes élites de ce continent, qu'on apprenne à négocier dans l'intérêt des deux parties. Et je crois que c'est un peu ce que Gbagbo a voulu impulser. Et là-dessus, l'histoire lui en saura gré. Mouvement nationaliste, je dirais plutôt, c'était des fantassins du système. Une révolte n'est pas une révolution. C'est pas parce que vous avez dit, on a dit indignez-vous, comme dit Stéphane Hessel dans son livre qui a connu un grand succès. L'indignation ne conduit pas à la concrétisation d'un projet de transformation sociale. Parce qu'un mouvement nationaliste, c'est un mouvement qui est construit autour d'une vision, autour d'une stratégie, autour d'un projet de transformation sociale, comme dit Gramsci. Il faut qu'on en arrive à comprendre que de l'ordre ancien est né un ordre nouveau. Et il faut décrire le processus qui mène à cet ordre nouveau. Est-ce qu'on retrouve ça
dans la démarche des jeunes patriotes, je dis non. On retrouve plutôt, de mon point de vue, une espèce d'indignation affective de voir que quelque chose qui leur est cher est en train de leur être arraché, que ce qui relève de leurs droits et de leur liberté fondamentale est en train d'être nié. Mais ça, c'est la première démarche de la révolution. On est là au point de départ. Lorsque la conscience s'ouvre, comme dit Hegel, elle découvre qu'il y a contradiction dans les choses. Et elle veut résoudre ces contradictions. Mais pour les résoudre, maintenant, il faut rentrer dans le monde et subir tout ce qu'il a comme difficulté et autres. Alors, je pense que ce mouvement-là, c'était davantage un mouvement d'indignation, mais qui a eu son importance. Parce qu'au-delà des commentaires que fait la presse, pour la première fois en Afrique francophone, après les indépendances, on a vu des jeunes qui ont voulu dire, écoutez, pendant 50 ans, il y a eu des relations avec nos aînés, des relations politiques, des relations économiques. Sachez que nous ne sommes pas héritiers de ce système de relations-là. Il faut que même les politiques qui dirigent des pays comme la France comprennent que c'est au-delà de l'émotion et de la colère et des condamnations. Voilà ce que ça veut dire. Est-ce que vous savez que dans un pays comme le Cameroun, il y a des jeunes qui ont manifesté pour ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Un peu comme on avait des Français qui allaient combattre aux côtés des républicains espagnols, aller pour mettre le franquisme à la porte. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Vous avez vu des gens de tout le continent s'intéresser à ce qui se passait en Côte d'Ivoire. C'est tout à fait nouveau. Donc, je pense que les jeunes patriotes ont été en réalité le moment fondateur d'une nouvelle affirmation de la jeunesse africaine par rapport à l'avenir de son continent et à ses propres problèmes. Et on ne fera pas marche arrière là-dessus. C'est une dynamique inexorable de l'histoire. Et s'il y a un point que je voudrais ajouter pour terminer cet entretien, c'est ce qui se passe à la Cour internationale de justice de la Haye. Que le nouveau président de la France, ou celui qui sera reconduit, sera M. Hollande, Sarkozy ou Mélenchon, je ne sais pas, que le président Ouattara comprenne que la vérité et la réconciliation se fera fatalement avec ceux avec qui il a combattu il y a 1 an. Que Gbagbo comprenne de son côté que si une main lui est tendue dans ce sens, pour l'intérêt de milliers d'Ivoiriens qui sont morts, de ceux qui sont jeunes et de ceux à naître, qu'il accepte cette main tendue sur une table de négociation. La paix en Côte d'Ivoire ne se fera pas à la Cour internationale de justice de la Haye. Ça, c'est une pantalonnade. La paix se fera en Côte d'Ivoire avec les Ivoiriens et peut-être avec d'autres humains de bonne volonté qui accompagneront les Ivoiriens sur ce chemin. Mais elle ne se fera pas à la Cour internationale de justice de la Haye. Quand le général de Gaulle a failli reconstruire ce pays, mais il a gardé tous les hauts fonctionnaires de l'administration française, le Conseil d'État, qui avait travaillé sous Vichy. Parce que pour reconstruire la France, il fallait des technocrates. Maurice Papon, qui a été jugé après, a été préfet de Paris, ministre sous le général de Gaulle. Il fallait rassembler des énergies et des compétences. Or, ce n'est pas en coupant une partie de la Côte d'Ivoire de ses forces qu'on va refaire la Côte d'Ivoire. On se trompe. Si on le fait, on est en train, en réalité, de creuser un immense précipice sous ses pieds. Voilà. Parce qu'elle va germer comme des bourgeons au printemps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des Ivoiriens dans le monde entier qui, en 1 an, il y en a qui passent 50 thèses de doctorat en physique, en philosophie. Elle est partout. On ne peut pas, c'est pas possible. La Côte d'Ivoire n'est pas la seule pépinière qui produit des Ivoiriens conscients et valeureux. Il y en a qui sont patrons d'assurance à Londres. Il y en a qui sont au Cage à New York. Mais qui ont un droit de regard sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc, ceux qui prendraient pour projet de le faire, je dirais, ils construiraient un chemin tranquille vers leur sortie pitoyable de l'histoire. Ce n'est pas possible. Donc,
Gbagbo, Simone Gbagbo, Alassane Ouattara et Soro doivent dire maintenant, nous, on fait abstraction de ce qui s'est passé. On construit pour ces jeunes-là, pour ceux-là qu'on leur donne un pays en paix et prospère. Voilà la seule possibilité pour eux de sortir grandir de l'histoire. Justement, ils doivent comprendre que l'indépendance n'est jamais acquise. Même la démocratie. Regardez la France, je citais le Mali tout à l'heure. En 1958, quand De Gaulle dit qu'il faut faire la paix en Algérie, l'Algérie aux Algériens. Les généraux tentent de faire un coup d'État, alors que la France a fait sa révolution en 1789. En 1789. Ils ont voulu remettre en question les institutions, et c'est ainsi que le général de Gaulle dit « Passons à la Ve République ». Regardez le Mali, il était présenté comme le modèle. Là, on a fait 15 pas en arrière. Ce n'est jamais acquis. Il faut des forces de vigilance permanentes. Ce n'est jamais acquis. Et c'est d'autant plus vrai pour le pouvoir actuel en Côte d'Ivoire. D'autant que c'est un pouvoir qui a bénéficié grandement du soutien militaire et matériel de l'extérieur. Or, pour pouvoir régner chez soi, il faut avoir la capacité de mettre la clé dans sa porte et de la mettre dans sa poche. Et de l'ouvrir quand on veut. Pas qu'on vous l'ouvre quand on veut. Sinon, la Côte d'Ivoire, elle devient un centre d'internement à ciel ouvert, où personne n'est sûr du lendemain. Or, ce n'est pas ça l'ambition de tous les Ivoiriens, j'en suis certain. Et on ne peut pas le faire en laissant sur le chemin de la route une autre partie d'Ivoiriens parce qu'il y a une guerre. Non, tous les pays sont passés par là. Les États-Unis ont connu leur guerre d'indépendance fratricide. Fratricide. La France a connu la guerre de 100 ans entre les Bourguignons et les Armagnacs. L'Église catholique a connu des déchirements avec Luther, ainsi de suite. Elle a connu des schismes. Voilà, il faut donc que ces hommes politiques mettent ça dans la tête et qu'ils comprennent que l'histoire, ce n'est pas une soirée de gala. C'est les contradictions qu'on essaie de surmonter.